TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la conduite du chef de l'État, Faure Issozimna Gnazingbe. Le Conseil a examiné 4 projets de loi, projets de décret, écouté 3 communications et procédé à 4 communications et à 4 nominations. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis face au nombre sans cesse élevé de cas positifs Covid-19, le gouvernement revoit ses stratégies de lutte. Vous suivrez le communiqué du gouvernement dans ce sens. Et puis la presse togolaise participe activement à la lutte contre la pandémie. Les journalistes ont commencé par se faire vacciner ce jour. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État Faure Issozimna Gnazingbe. Le compte rendu sanctionnant les travaux est présenté par le ministre en charge de la communication, professeur Akoda Ayiwadan, porte-parole du gouvernement. Communiqué du Conseil des ministres du 24 mars 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de son Excellence M. Faure Issozimna Gnazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 4 projets de décret et écouté 3 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant numérisation des moyens de paiement de l'administration. Ce projet vise à promouvoir l'utilisation de moyens numériques de paiement, notamment dans les transactions financières de l'État, afin d'améliorer de façon significative et rapide la bancarisation et l'inclusion financière, ainsi que la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en garantissant, conformément à la réglementation en vigueur, la protection des données à caractère personnel. Il permettra d'introduire parmi les moyens de paiement admis par l'administration publique les moyens de paiement à distance à travers les réseaux de communication. Il s'agit notamment du paiement en ligne, du paiement mobile et du paiement par carte bancaire. Le Conseil a ensuite examiné en première lecture 2 projets relatifs à la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire. Ces textes feront l'objet d'une seconde lecture. Le Conseil a écouté une communication relative au décret d'application de la réforme du secteur de la sécurité au Togo, présentée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En vue de permettre au secteur de la sécurité de disposer et d'évoluer dans un corpus juridique cohérent et actualisé, qui prend en compte les nouvelles menaces, contraintes et exigences du métier, 3 projets de décret viendront compléter et renforcer les textes existants. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la refondation des forces de défense et de sécurité, engagée depuis 2014 et se poursuivra avec d'autres réformes. Il s'agit premièrement du projet de décret relatif au statut spécial de la police nationale, deuxièmement, du projet de décret relatif à la création, l'organisation et le fonctionnement de l'École nationale supérieure de police, et troisièmement, du projet de décret portant sur le secteur de la sécurité privée. Le projet précise et complète les dispositions de la loi relative à la sécurité intérieure. À la suite de cette communication, le Conseil a examiné le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'École nationale supérieure de police. L'École nationale supérieure de police est un établissement public de formation professionnelle et cette école a pour mission principale d'assurer la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs de la police, notamment des commissaires et officiers de police. Au titre des communications,
Le Conseil a écouté une communication relative à l'adoption de la stratégie nationale RED+ au Togo, présentée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. RED+ est un mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. La stratégie RED+ vise à contribuer à améliorer la couverture forestière de notre pays en vue de créer des puits de carbone et de les monétiser à terme. Le Conseil a écouté une autre communication sur la situation sanitaire et sur les mesures relatives à la campagne de vaccination contre la Covid-19 présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Pour faire face à la pandémie, qui, malgré les mesures mises en place, continue d'évoluer dans le pays, le Togo a reçu 201 000 doses de vaccins AstraZeneca et a démarré sa campagne de vaccination. À ce jour, 42 092 personnes au total ont été vaccinées. Il s'agit du personnel soignant et des personnes de plus de 50 ans dans le Grand Lomé. Différentes initiatives sont en cours par les plus hautes autorités pour permettre au pays de disposer d'une quantité suffisante de vaccins afin d'atteindre rapidement le seuil nécessaire à l'acquisition d'une immunité collective. À la suite de cette communication, Madame le Premier ministre a rendu compte au Conseil des recommandations du Conseil scientifique et des mesures proposées pour faire face à l'augmentation des cas de contamination dans le Grand Lomé. Le ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale, a également rendu compte des suggestions issues des consultations menées avec les préfets du Golfe et d'Agoué, les maires des 13 communes du Grand Lomé, les responsables des marchés, le syndicat des tenanciers de bars et de restaurants et les responsables religieux. Tirant les conclusions de ces comptes rendus, le Conseil a pris des mesures qui feront l'objet d'un communiqué. Au titre des nominations, M. Lamboni Kolani, précédemment préfet de Tandjoaré, est nommé préfet de la préfecture de Kpenjal. M. Ukura Agbante, professeur des Zénis, est nommé préfet de la préfecture de Tandjoaré. M. Fekimani Sambiani, géographe à l'Agence nationale de la protection civile, est nommé préfet de la préfecture de Loti Sud. M. Kossi Djinefa Atabou, commissaire divisionnaire, commissaire central de la ville de Lomé, est nommé préfet de la préfecture du Golfe. Fait à Lomé le 24 mars 2020, le Conseil des ministres. Et justement, nous allons suivre à présent le communiqué du gouvernement concernant les nouvelles restrictions face à la pandémie du coronavirus avec le ministre Christian Trimois en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement. Communiqué du gouvernement. Notre pays observe une augmentation du nombre de cas de Covid-19 depuis le début de l'année 2021. Au 23 mars, le Togo totalise 9 145 cas et 105 décès. Le Grand Lomé abrite 70% du nombre total de ces cas et pratiquement la même proportion des nouveaux enregistrés depuis le 1er janvier 2021. Face à cette préoccupante flambée, sur les recommandations du Conseil scientifique et les résultats des différentes consultations, le gouvernement prend les mesures suivantes. 1. Redynamisation du groupe mixte de surveillance Covid-19, GMS, par un renforcement d'au moins 1000 personnes issues de la composante force de défense et de sécurité pour intensifier la surveillance, la prévention et les interventions. 2. Accélération de la campagne de vaccination avec la mise en place d'une stratégie mobile, notamment en délocalisant la vaccination en tout lieu où cela est nécessaire dans le Grand Lomé, dans le respect des critères d'âge.
3. Interdiction de tous les rassemblements de masse, notamment les sports de masse, les cérémonies funéraires, les mariages, les événements culturels, les campagnes publicitaires, les concerts, les réceptions. 4. Respect de la limite stricte de 15 personnes au maximum pour les enterrements. 5. De manière spécifique et non exhaustive, les rassemblements constatés dans les lieux suivants sont strictement interdits. La place Bonquet, le local du réseau Tienne à Casablanca, les agences de la Lonato, le carrefour Limousine à Avedi, et la liste de ces lieux pourra être complétée au besoin. 6. Renforcement du contrôle au niveau des points de passage aux frontières. 7. Maintien de l'interdiction de l'accès à la plage. Les contrevenants s'exposent à des sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur au Togo. 8. Contrôle renforcé du respect des mesures barrières à l'entrée des marchés avec une présence des forces dédiées. 9. Renforcement du contrôle du respect du nombre de passagers et du respect du port de masques et des gestes barrières dans les transports. 10. Renforcement de la surveillance, de la veille dans toutes les institutions, les administrations publiques, les entreprises publiques et privées, par la réactivation des comités de veille avec une implication des premiers responsables. 11. Instruction est faite au ministre de s'assurer du bon fonctionnement des comités de veille, du respect des mesures édictées et d'en rendre compte. 12. Renforcement de la surveillance des lieux de culte. Obligation de port de masques et respect des mesures barrières à l'intérieur des lieux de culte. Interdiction des prestations des chorales et groupes musicaux avec fermeture immédiate en cas de non-respect des mesures édictées. 13. Renforcement de la surveillance des bars avec la fermeture immédiate en cas de non-respect des gestes barrières. 14. Recours de manière privilégiée à la vente à emporter dans les bars, les restaurants et cantines. 15. Application immédiate des sanctions en cas de non-respect des mesures édictées conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. 16. Poursuite des consultations et analyses afin d'envisager un couvre-feu dans les jours à venir selon l'évolution de la situation. 17. Le gouvernement met en garde contre toute désinformation sur les médias et sur les réseaux sociaux et rappelle que leurs auteurs s'exposent à la rigueur de la loi. 18. Le gouvernement appelle l'ensemble de la population à une extrême vigilance et à un respect scrupuleux des mesures édictées et invite la population cible, c'est-à-dire celle de plus de 50 ans, à se faire massivement vacciner afin d'atteindre rapidement le seuil nécessaire à l'acquisition de l'immunité collective qui nous permettra de faire face à cette pandémie. Fait à Lomé, le 24 mars 2021, le gouvernement. Et pour mieux comprendre les différents points de ce communiqué du gouvernement, nous sommes sur ce plateau avec le chef de la coordination nationale de la riposte contre la COVID-19, le professeur colonel Mohamed Djibril. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, dites-nous pourquoi ces nouvelles mesures aujourd'hui? Merci d'abord de l'invitation. Il n'est plus un secret pour personne que notre pays enregistre une hausse du nombre de cas et que cette hausse s'est fait remarquer depuis janvier jusqu'à maintenant. Depuis janvier jusqu'en mars, nous avons plus de 60% des cas observés. Au total, nous avons plus de 60% des cas représentant les cas enregistrés depuis janvier jusqu'à maintenant. Aussi, ces derniers temps, nous avons eu, ces semaines-là, plus de 600-700 cas par semaine, ce qui ramène à dire que nous avons plus de 100 cas par jour.
et que aussi cette augmentation des cas est beaucoup plus dans le Grand Lomé, c'est-à-dire 70 à 80% de ces cas se trouvent dans le Grand Lomé. Alors on peut se demander quel est le mécanisme de l'augmentation de ces cas. Ce mécanisme est beaucoup plus le relâchement qui a entraîné des contaminations au niveau communautaire. Or, ces contaminations arrivent par le non-respect des mesures barrières, c'est-à-dire le port de masques, le lavage des mains, mais aussi la distanciation sociale. Ces contaminations viennent aussi par le non-respect des mesures restrictives, notamment les regroupements qu'on doit éviter. Tout ceci n'est plus respecté. C'est ce qui a entraîné cette augmentation. Alors cette augmentation provient de quel point? Ça provient de plusieurs sources. D'abord, dans les administrations publiques ou privées, surtout dans les banques, mais toutes les administrations publiques et privées, mais surtout beaucoup plus dans les banques. Aussi, dans les bars, les restaurants et les lieux de culte, où personne ne respecte plus les mesures barrières. Et enfin, les regroupements que je viens de parler tantôt, qui se fait pendant les funérailles, les baptêmes, les mariages, tout ceci était interdit, mais personne ne respecte. Et enfin, il faut rappeler aussi que les voyageurs constituent une source d'augmentation des cas, surtout les voyageurs qui, testés, se cachent pour ne pas être pris en charge et constituent des vecteurs de contamination dans la population. Alors cette augmentation des cas entraîne des conséquences. Ça met sous tension nos centres de prise en charge. Et nos centres de prise en charge sont sous tension. Or, notre philosophie, c'est qu'il faut éviter que l'augmentation des cas dépasse nos capacités. Et c'est pour cela que vous comprenez que ces mesures sont prises pour éviter que nos capacités soient dépassées. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci. Sur ces nouvelles mesures-là. Alors, justement, en prenant ces mesures en détail, quelle sera alors la mission du groupe mixte de surveillance Covid-19 qui doit être redynamisée selon le communiqué? Merci. Quand vous voyez tous ces détails et tout ce qui entraîne l'augmentation des cas, il faut simplement veiller à ce que les mesures barrières soient respectées. Il faut veiller à ce que les mesures restrictives soient respectées. C'est pour cela qu'il faut une augmentation de l'effectif du groupe mixte de surveillance pour pouvoir quadriller tout Lomé, parce que cette augmentation se fera dans tout Lomé. Bien sûr, avec un effectif conséquent, notamment au moins 1000 personnes, mais nous pouvons aller jusqu'à 1500 pour pouvoir mieux quadriller tout Lomé afin de veiller à la fois au niveau des marchés pour le respect des mesures barrières, au niveau des carrefours, dans le transport, sur les points particuliers, notamment TP3 au port, notamment à Casablanca, zone tierce, notamment au niveau de la place Banquet, notamment à Limousine. Tous ces points seront investis par les forces de défense et de sécurité pour veiller à ce que les mesures soient respectées. D'accord. Et parlons justement du respect de ces mesures. Le gouvernement évoque également l'application immédiate de sanctions en cas de non-respect des mesures. Alors, qu'est-ce que cela sous-entend, professeur? Cela sous-entend l'action immédiate. Que le responsable soit convoqué, que le responsable paie les amendes et que le responsable sera soumis aux rigueurs de la loi. D'accord. Et dans l'immédiat. Sur le champ. Alors, parlez-nous également, professeur, justement de la vaccination. Il est évoqué une stratégie mobile de vaccination. Cela voudra dire que les vaccinateurs iront vers la population maintenant. Exactement. En fait, dans la stratégie de la vaccination, il y a les zones fixes de vaccination, notamment les CMS qui ont été cités, où toute personne éligible peut aller se faire vacciner, mais aussi il y a la stratégie avancée où un groupe, notamment
la télévision togolaise qui s'organise et qui a un effectif conséquent, qui ont plus de 50 ans, peut demander à ce que les vaccinateurs viennent les vacciner au niveau de la télévision togolaise. De la même manière aussi pour les banques ou d'autres sociétés. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les vaccinateurs se sont déplacés pour aller vacciner les journalistes. Aussi, mis à part ce déplacement et cette action mobile des vaccinateurs, il y aura aussi des grands espaces qui vont être équipés pour pouvoir aménager, pour pouvoir vacciner la population, pour qu'on puisse aller très vite. D'accord. Et professeur, dans le communiqué également, on a cru comprendre que le gouvernement est en discussion, en réflexion justement, peut-être pour revenir, on ne sait jamais, à un couvre-feu si la situation perdurait. Exactement. Vous avez vu, selon le mécanisme de l'augmentation des cas, le gouvernement a essayé de bloquer tous les points qui entraînent l'augmentation des cas. Et le dernier point qui peut aider à booster tous ces points, c'est le couvre-feu. Dès que ces points ont été bouclés efficacement et que les cas continuent par augmenter, nous serons obligés d'employer l'autre arme, c'est-à-dire le couvre-feu, pour pouvoir résoudre le problème. Donc d'ici quelques jours, quelques semaines, si nous n'avons pas le résultat, on sera obligé d'aller vers le couvre-feu. D'accord. Et, professeur, le gouvernement évoque également le cas de la désinformation. La désinformation, c'est un point essentiel. Un point essentiel parce que on informe selon les canaux habituels, les canaux qui sont au niveau national, qui ont le rôle d'informer la population. D'autres personnes utilisent d'autres canaux, notamment le WhatsApp ou les réseaux sociaux, pour informer ou désinformer la population sur des informations qui ne sont pas correctes. Dès que quelqu'un arrive à faire cela et que c'est remarqué, cette personne va subir la rigueur de la loi. Et professeur, après tout ce que le gouvernement a édicté, vous êtes en charge de la coordination nationale de riposte justement. Et si vous avez un message à l'endroit de la population aujourd'hui, suivant la situation que nous vivons aujourd'hui face à la pandémie. Face à la pandémie, un message qui est simple et clair. Nous sommes dans une situation où nous observons une augmentation des cas. L'augmentation des cas va toucher les personnes vulnérables qui va les amener au centre de soins jusqu'en réanimation, puis, ce qu'on ne souhaite pas, vers le décès. Pour éviter cela, nous savons que l'augmentation des cas est due au non-respect des mesures barrières et des mesures restrictives. Pour éviter toutes ces conséquences de l'augmentation des cas, notamment le décès, il faut respecter une seule chose, les mesures barrières. Que je cite, le port systématique des masques, le lavage des mains, la distanciation sociale. Mais aussi, il faut respecter les mesures restrictives, notamment éviter les rassemblements, éviter la célébration pour les cérémonies de mariage, des funérailles et des baptêmes. Et dans le transport, respecter les mesures barrières. Voilà, avec cette discipline, nous pouvons combattre cette pandémie car nous avons une lueur d'espoir qui est le vaccin. Avec le vaccin, nous arriverons à résoudre rapidement le problème et reprendre les activités. Voilà ce que je demande à la population, de respecter les mesures barrières et les mesures restrictives. Merci beaucoup, professeur colonel Mohamed Djibri. Je rappelle donc qu'il est le chef de la coordination nationale de riposte contre la Covid-19 qui nous donnait encore plus de détails sur le communiqué du gouvernement sur les nouvelles mesures restrictives en matière de lutte contre la Covid-19. Et parlons justement de la lutte contre la maladie. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'est élargie à la presse togolaise. Et cet après-midi, les journalistes ont reçu leur première dose d'AstraZeneca. Le compte rendu avec Robert Potobé. La presse togolaise
toujours dans la dynamique de lutte contre la COVID-19, donne un nouvel exemple à la population. Accepter de se faire vacciner après la sensibilisation dans leurs médias, journalistes et techniciens sont venus recevoir leur première injection de vaccin d'AstraZeneca. Nous avons donné nos antennes pour sensibiliser les gens à respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, c'est la vaccination. Donc, nous devons passer au devant de la scène, nous faire vacciner et dire aux gens que c'est important qu'ils le fassent comme nous. C'est une requête de toutes les organisations de la presse au Togo. Elle vise deux objectifs: combattre la flambée des contaminations et les infox des réseaux sociaux. Je ne me laisse pas influencer par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais j'ai écouté les différents messages de ceux qui s'y connaissent, notamment les médecins, les pharmaciens et autres, et j'ai compris que le vaccin ne représentait aucun danger pour moi et j'estime qu'il va faire plus de bien que de mal. Nous l'avons fait volontiers, pour nous d'abord et pour le peuple togolais, et nous attendons croire que le reste des Togolais prendra conscience et se fera vacciner pour que dans les prochains jours, nous ayons taux zéro de coronavirus dans notre pays. Une requête acceptée par le gouvernement via la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 pour mener ensemble la lutte. À part les agents de santé, ce sont également les journalistes qui sont aux avant-postes justement pour couvrir disons, cette crise. La sensibilisation est faite surtout par les médias. C'est l'une des raisons, j'allais dire, pour lesquelles en tout cas la coordination et le gouvernement ont accepté à ce que justement, si nous avons pu réussir à nous organiser, eh bien, on pourra envoyer une équipe technique pour le faire. Je crois que ça s'est bien passé. Le Togo a réceptionné à la première phase 156 000 doses de vaccins d'AstraZeneca qui ont permis de vacciner le personnel de santé et les personnes âgées de 50 ans ou plus du dispositif COVAX contre 45 000 de l'initiative de l'Union africaine à la deuxième vague. Et nous proposerons également la suite donc de l'opération de vaccination dans le Grand Lomé dans nos prochaines éditions. Et plusieurs audiences ont été accordées par Madame le chef du gouvernement à la primature. Madame Victoire Toméga Dogbé a reçu le responsable Afrique du groupe de la Banque mondiale et deux diplomates récemment accrédités au Togo, les ambassadeurs du Royaume de Norvège, de la Norvège et du Mali. La synthèse de ces audiences dans ce sujet signé Yves Agbivivi. Plusieurs personnalités, notamment des partenaires financiers et diplomates, ont été reçus par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. D'abord, Alphonse Ibikwagu, administrateur du groupe Afrique de la Banque mondiale en séjour au Togo. Avec le chef du gouvernement, ils ont passé en revue l'état des opérations et du dialogue entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale. Les orientations stratégiques du groupe au regard des objectifs du gouvernement consignés dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 étaient aussi au centre des discussions. Nous avons parlé des projets de l'énergie, l'économie numérique, beaucoup plus focalisé sur la jeunesse et l'emploi des jeunes. Nous avons parlé des programmes sociaux, des problèmes de la santé aussi, puisque nous traversons une pandémie, et aussi les mobilisations de ressources dans l'avenir pour soutenir le Togo. Madame le Premier ministre a ensuite reçu deux diplomates, l'ambassadeur du Royaume de Norvège au Togo avec résidence à Abuja et celui de la République du Mali au Togo avec résidence à Accra. Si le renforcement de la coopération bilatérale était au centre de la première audience, les reconnaissances du Mali quant à l'implication du Togo pour la stabilité du pays ont entre autres fait la préoccupation de la seconde rencontre. L'engagement du Mali à être auprès du Togo pour aider le Togo à nous aider à sortir de la situation que connaît notre pays. Et nous savons aussi qu'avec l'aide des pays frères comme le Togo, nous trouverons tous les ressources internes pour ressurgir, parce que le Mali, comme
comme le Togo est un vieux pays. Nous avons discuté des issues pour le développement du pays, surtout pour le bien-être de la population. Et donc la Norvège est prête à aider le Togo dans ce sens et dans plusieurs secteurs. Avec elle, nous voulions inclure les femmes dans beaucoup de secteurs pour leur développement. Et c'est une fierté pour nous que le Togo ait pour une première fois dans son histoire une femme à la tête du gouvernement. Madame le Premier ministre a rassuré ses hôtes quant à l'engagement du Togo à renforcer ses relations bilatérales et multilatérales, notamment avec ses partenaires privilégiés. Et de son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tiegan, a reçu respectivement les ambassadeurs de Chine et de la République vénézuélienne au Togo. Au cœur des échanges avec les deux diplomates, le renforcement des relations entre les parlements chinois et togolais, la coopération bilatérale entre le Venezuela et le Togo. Nous les écoutons au micro de Robert Botobe. Nous avons apporté les relations entre nos deux pays qui sont d'excellente qualité. Dans le partenariat et l'amitié entre la Chine et le Togo, le partenariat entre les deux parlements joue un rôle très important et est une partie importante dans cette relation. C'est pourquoi le Parlement chinois, plus précisément, a proposé d'organiser une séance de travail sous forme de visioconférence avec l'Assemblée nationale togolaise. Je suis très content que son Excellence, Madame la Présidente, a donné son agrément. Aujourd'hui, je suis venu ici pour faire la préparation de cette rencontre. Nous voudrions profiter de cette occasion pour renforcer le partenariat entre les deux parlements et apporter une contribution importante pour le raffermissement de l'amitié et du partenariat entre les deux pays. Je suis heureuse d'être là. Je suis reçue avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour parler de toutes les possibilités de coopération entre la République togolaise et la République bolivarienne du Venezuela. Bien sûr, nous sommes en train de créer un groupe interparlementaire d'amitié et nous sommes d'accord en travailler sur les domaines de la coopération qui sont fondamentaux, qui sont les plus importants pour le développement de nos deux pays qui sont très amis, deux pays frères, depuis 30 ans de relations diplomatiques et nous sommes là en représentation de notre président Nicolás Maduro Moros pour renforcer et pour ratifier cette amitié. Et sachez également que le nouvel ambassadeur du Mali au Togo, El Hadj Abdoul Kader Touré, a également été reçu en audience par la présidente de l'Assemblée nationale. Et le diplomate malien est allé donc échanger avec le chef du Parlement sur la coopération Togo-Mali et surtout féliciter les efforts du Togo dans la résolution de la crise malienne. Et la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 3e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 25 mars 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Accroître l'intégration des chaînes de valeur pour augmenter la productivité. Telle est la mission première du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA. Et depuis ce matin, une rencontre se tient à l'endroit des acteurs du monde agricole, ceci pour les informer justement du projet dénommé Développement de l'intégration des chaînes de valeur dans l'agriculture togolaise pour l'instrument des coopératives. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse dans ce reportage signé Magloire Akwe et Ramdan Bassina. L'axe 2 du plan national de développement vise une transformation structurelle de l'agriculture à travers la mise en œuvre des agropoles. Pour y parvenir, le renforcement des capacités des coopératives du secteur de la transformation reste déterminant pour l'intégration des chaînes de valeur agricoles. Le MIFA, avec ses partenaires, le FEDERKC,
Crédit coopératif italien, le Copermondo et la Fédération Aurore comptent aller loin à travers des programmes et projets innovants. Dans la feuille de route du gouvernement, le MIFA est l'un des projets prioritaires identifiés et a pour objectif d'ici 2025 d'accompagner 1 million de producteurs dans l'accès au financement de leur activité. Alors vous voyez que l'accompagnement de ces producteurs ne peut se faire que par une bonne structuration de ces producteurs, et le meilleur moyen de structurer ces producteurs, c'est de les organiser en coopérative. Alors le MIFA, depuis sa mise en œuvre, a structuré, accompagné un certain nombre de coopératives, mais pour passer à échelle et atteindre l'objectif d'1 million de producteurs d'ici 2025, il nous faut adopter de nouvelles stratégies, donc ce qui explique ce nouveau projet que nous sommes en train de développer avec nos partenaires. Le projet de MIFA a plusieurs objectifs, notamment le renforcement des réseaux institutionnels, l'accès aux marchés internationaux, entre autres. À terme, c'est plus d'1 million de personnes qui seront impactées. Des contrôleurs financiers vont bientôt sillonner tout le pays. Quelle sera leur mission? Eh bien, elle est expliquée aux acteurs budgétaires dans les différentes régions du Togo. L'étape des plateaux avec la correspondance de Silver Abdou. Des postes de contrôle financier désormais créés dans chaque région pour assurer une gestion saine des finances publiques. Dans la région des plateaux, 2 contrôleurs sont donc déployés. Le contrôleur financier délégué et son assistant. Leur rôle, le contrôle a priori des opérations budgétaires. Tous ont été présentés à l'ensemble des parties prenantes, notamment ceux relevant des mairies et des services publics autonomes. Il s'agit donc pour le directeur national du contrôle financier de présenter non seulement ces derniers, mais aussi d'éclairer les parties prenantes des plateaux sur le rôle du contrôleur financier et la collaboration qui va désormais régner entre les acteurs et le contrôleur en vue d'une gestion saine, surtout au niveau des mairies et dans les établissements publics autonomes, notamment les CHR par exemple. Le ministre de l'économie et des finances a pris la peine d'organiser cette journée de sensibilisation afin que nous puissions aider les acteurs sur le rôle du contrôleur financier et leur collaboration avec le contrôle financier pour qu'on ait une gestion saine et efficace des finances publiques dans l'intérêt des populations que nos maires et autres là gèrent. Et au niveau des directeurs des établissements publics autonomes aussi, comment ils doivent gérer, se soumettre dorénavant au contrôle du contrôleur financier. Le gouvernement a voulu donc, à travers ce mécanisme, rapprocher les contrôleurs des ordonnateurs pour donc faciliter le travail, mais aussi assainir le secteur pour plus de transparence et éviter davantage le gaspillage. Un acte qui donc appelle les acteurs à soumettre leur dossier d'exécution des dépenses, mais aussi les titres des recettes au visa préalable du contrôleur financier, ceci pour s'assurer de leur traçabilité. Dorénavant, tous les actes émanant des ordonnateurs, qui on peut citer les marchés, les contrats, les arrêtés, les décisions, tout qui ont une incidence financière doit être soumis au contrôleur financier pour son visa. En commençant, quand on prend dépenses, il y a les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de matériel, les dépenses d'investissement, tout doit être soumis au visa du contrôleur financier qui doit les étudier par rapport aux tests en vigueur et donner son avis, qui est un avis qui l'engage. Ce contrôle des opérations budgétaires se faisait de façon centralisée. Mais aujourd'hui, avec le processus de décentralisation, tout est élargi aux autres régions pour mieux accompagner les acteurs dans cette nouvelle mission, celle de les aider à assurer une bonne gouvernance financière. Et ceci permettra également une meilleure lutte contre la corruption. La corruption, une réelle menace pour le développement des nations. Et c'est toujours dans la région des plateaux, justement, qu'une sensibilisation contre le fléau a été organisée. Augustin Kossi pour des précisions. Les acteurs de développement local et leaders d'opinion d'Agou, de Cloto, de Pelé et de Dani mis à contribution dans la lutte contre la corruption. Aux côtés de Aplucia, haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ils ont été appelés à une mobilisation.
une participation citoyenne requise afin d'instaurer une ère de tolérance zéro contre ce fléau. Un phénomène considéré ici comme un frein au développement socio-économique et une menace à la sécurité et à la cohésion sociale. Nous sommes venus leur dire que la corruption est une mauvaise chose. Elle freine le développement des nations. Elle peut freiner le développement de notre pays. Nous sommes venus solliciter leur appui, leur accompagnement, afin qu'ensemble, nous puissions faire la guerre à cette maladie économique et financière qu'on appelle corruption, afin de permettre à notre pays de réaliser aisément le plan national de développement. Il va falloir qu'il y ait une réglementation et permettra donc alors la transparence dans la gestion des biens de l'État, ce qui profiterait énormément alors aux populations. Et le mot d'ordre retenu à cet effet est évocateur. Participation citoyenne à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La démarche est unanimement appréciée. Les autorités administratives locales y adhèrent et entendent tout mettre en œuvre pour une lutte efficace contre ce fléau. Lancement officiel lundi de l'exercice au Bangam Express 2021. Le premier scénario a mis en branle sur la pêche illicite dans les eaux togolaises. Exercice qui a mis à contribution tous les acteurs qui interviennent dans l'action de l'État en mer sous la coupole de la préfecture maritime. Le récit de cette première opération de simulation avec Luc Assis. Il est 9h30. La salle des opérations de la marine reçoit une alerte de la présence d'un navire industriel de pêche au large des côtes togolaises. Dénommé Fianfi, le navire est soupçonné d'activités de pêche illicite à un endroit situé à environ 14 000 marins au sud du port autonome de Lomé. Rapidement alerté, le centre de coordination maritime a dépêché une équipe mixte pour procéder à une reconnaissance et à une visite. Une fois sur le lieu, des tirs de sommation. Le navire est appréhendé avec des preuves de la pratique de la pêche illicite et l'équipage mis aux arrêts. C'est un exercice chapeauté par la préfecture maritime baptisé au Bangamé Express 2021. Le Togo a ouvert le bal avec un exercice, la pêche illégale. Vous savez que la pêche illégale, c'est un fléau. Les pays africains perdent des centaines de milliards du fait de la pêche illégale. Et donc, il faut renforcer les capacités des administrations à lutter contre cette pêche. L'exercice qui s'est déroulé aujourd'hui à la préfecture maritime s'est très bien passé. J'ai pu constater et voir la compétence et le professionnalisme, n'est-ce pas, de ces administrations. Pour les prochaines fois, nous sommes en mesure de gérer une telle situation. Soutenue par les États-Unis, l'opération au Bangamé Express 2021 se déroule le long de la côte du golfe de Guinée. D'autres scénarios sur le trafic d'armes et de drogue et l'antipiraterie seront exécutés au cours de cet exercice qui s'étend sur 4 jours. Toutes les opérations sont organisées et dirigées par la préfecture maritime, chargée de la coordination de l'action de l'État en mer. Et vous suivrez donc dans nos prochaines éditions l'intégralité du point de presse qui a suivi le compte rendu du Conseil des ministres et le communiqué du gouvernement sur les mesures restrictives de lutte contre la Covid-19. Et ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.